plus d'1,5 milliard d'œufs avalés l'année passée. En Suisse, la consommation augmente, elle a même explosé pendant le semi-confinement, les importations, pareil. L'œuf bon marché est une spécialité hollandaise et dans le plat pays, les conditions d'élevage sont parfois brutales pour les poules pondeuses. Le reportage que vous allez voir a été tourné juste avant la crise du Covid par François Heger et Régis Migy. Ah, on adorerait vous raconter l'histoire de Chocolat. Cette poule qui gambade dans les champs et vient pondre presque dans le panier du consommateur. Tout le monde aimerait y croire. Eh bien non, c'est une autre histoire que nous allons vous raconter. L'histoire de la vraie vie d'une poule pondeuse aujourd'hui en Suisse et à l'étranger. Notre histoire commence avec l'achat d'œufs en grande surface. Nous avons pris différents œufs du marché, du moins cher au plus cher. Dessus, un code un peu barbare mais bien pratique, qui nous permet de connaître le type d'élevage, le pays d'origine et le nom du producteur. Tous les grands distributeurs mettent aujourd'hui en avant la traçabilité de leurs produits. Nous avons voulu faire l'exercice avec nos différents œufs. Quand je vais sur le site Coop pour voir d'où vient mon œuf, j'arrive pas à savoir d'où il vient. Est-ce que vous pourriez m'aider? Voilà, et vous avez peut-être le numéro du code barre de... Oui, j'ai le numéro du code barre. Pour la Coop, après plusieurs échanges écrits et téléphoniques et 3 semaines d'attente, nous n'avons toujours pas le nom du producteur. La transparence chez les autres grands distributeurs n'est pas non plus simple à obtenir. Seul Migros réussit l'exercice. Nous trouvons directement le nom et l'adresse du producteur en Hollande. Allez, roule ma poule, c'est en Hollande que nous nous rendons. La Hollande, le pays de la chanson de Brel, le pays des moulins, du vent, et un peu moins connu, le pays des poules, celui qui compte la plus grande densité de poules pondeuses au monde. Avec 37 millions de poules, elles sont 2 fois plus nombreuses que les 17 millions d'habitants du territoire. La Hollande produit chaque année 11 milliards d'œufs, dont près de 90% sont dédiés à l'exportation. Avant de partir, nous avons pris contact avec des fermes dont les œufs sont commercialisés en Suisse. Personne ne voulait nous ouvrir les portes de leur poulailler, tous nous ont envoyé gentiment faire cuire un œuf. Mais comme nous ne sommes pas des poules mouillées, nous avons décidé de nous rendre directement à l'exploitation indiquée sur l'œuf le moins cher. Au bout d'un chemin du petit village de Dembommel, il y a bien une ferme qui vend des œufs. L'endroit est plutôt charmant, l'accueil, lui, est un peu plus musclé, dirons-nous. Yes, good. We are the Swiss TV. Yeah? And we have written you about making an interview, and we just want to make some images from outside. You emailed, you first want to make an interview. We say we don't want that. Yeah. And then you still come here. We You're didn't not, want... You're not filming, eh? No. Then we're finished talking, eh? Bref, nous avons compris que nous ne pourrons pas filmer à l'intérieur du poulailler. Nous n'obtiendrons même pas une interview. On comprend aussi rapidement qu'en s'intéressant aux poules hollandaises, on marche sur des œufs. Nous prenons donc contact avec une association de protection des animaux basée à La Haye. Elle nous donne son avis sur le marché des œufs en Hollande. Tout le monde dans l'agriculture animale est là en premier lieu pour gagner de l'argent. Les Pays-Bas sont les plus grands exportateurs d'œufs au monde. Et dans l'Union européenne, pour avoir cet avantage, il faut produire des œufs aussi bon marché que possible. C'est ça la priorité. Pour l'exportation, le bien-être n'a aucune importance. Seul le consommateur hollandais s'en préoccupe. Il veut des œufs produits dans de bonnes conditions. C'est pourquoi nous avons aussi des œufs biologiques où les poules peuvent aller dehors. Il n'y a aucune restriction sur le nombre de poules au mètre carré. Une ferme peut avoir plus de 100 000 pondeuses. Pas de restriction du nombre de poules dans une ferme, et comme les autres pays européens, la Hollande autorise toujours la détention en cage. Des cages légèrement plus grandes et larges que la batterie. On le voit sur ces images tournées par Animal Rights en 2018. Ce type de cage existe toujours. Mal gérée, cette détention peut avoir des conséquences dramatiques sur les animaux. La Fondation se bat pour faire interdire ces cages en Hollande et en Belgique. Erwin, est-ce que ces images vous choquent? Oui, c'est malheureusement la norme dans la façon dont les poulets sont élevés dans de nombreux endroits en Hollande et en Belgique. Quand les poules vieillissent, elles sont épuisées. Leur vie se termine après avoir pondu 300 ou 400 œufs. Et elles ressemblent à ça.
Oui, c'est choquant, mais malheureusement, nous le voyons trop souvent. Animal Rights est une des associations les plus influentes du pays. Pour obtenir ces images prises en caméra cachée, ses membres parcourent la Hollande ainsi que la Belgique pour traquer les fermes les plus problématiques. Erwin décide de nous servir de guide sur le terrain. Nous partons au nord d'Amsterdam, dans la région de Limburg, connue pour sa production d'œufs particulièrement intensive. Ici, nous sommes devant l'une des plus grandes usines de ponte de Hollande, au nord de Limburg. Ce sont 3 grands bâtiments remplis de poules pondeuses. Comme vous le voyez, ces poulaillers modernes sont complètement fermés. Il n'y a pas de lumière du jour, pas de possibilité d'aller à l'extérieur. Ici, selon Erwin, plus de 200 000 poules pondeuses sont détenues en cage. C'est de la production de masse. C'est comme ça qu'on produit des œufs très bon marché. C'est la définition d'une ferme industrielle. C'est une usine, pas pour le bien des poules, mais juste une machine à produire des œufs. Chose étrange, et qui, on l'avoue, nous fiche un peu la chair de poule, nous n'entendons aucun bruit, nous ne sentons aucune odeur. Impossible d'imaginer qu'ici, en une semaine, ce sont près d'1,5 million d'œufs qui sont produits et gérés de manière ultramoderne. Il y a 2 étages à l'intérieur de ces bâtiments. Les œufs sont transportés sur ces tapis automatiques que vous voyez directement vers le bâtiment central, où ils sont ensuite collectés par des robots qui inscrivent aussi le code. Puis ils vont dans des camions et sont mis sur le marché, en Hollande ou à l'étranger. Notre présence est rapidement repérée. Ça, c'est le fermier qui arrive dans sa voiture. Vous pensez? Ils sont généralement très rapides. Ils viennent voir ce qui se passe. Hello. 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 We are on the Swiss TV. We're working about the welfare chicken farming. I'm not so good in English. We are the Swiss TV. Yeah, but can you put out the camera? Yeah, we can. Yeah? Nous pourrons discuter, mais hors caméra. L'échange avec les propriétaires nous permet de connaître leur opinion sur leur mode de production, qui, à leurs yeux, offre de nombreux avantages. Alors, ils ont dit quoi? Ils ont leur propre opinion, bien sûr, sur la façon dont ils élèvent leurs animaux. Certaines sont vraies, mais pas dans l'intérêt de l'animal. Pour eux, en maintenant les poules en cage, l'environnement est plus propre, il y a moins de poussière qui monte dans l'air. Les animaux ne sont pas en contact avec leur déjection parce qu'ils marchent sur des plaques en métal. Parce qu'ils ne peuvent pas trouver leur nourriture au sol, il y a moins de chances qu'ils entrent en contact avec des maladies, des vers ou des insectes. Mais d'un autre côté, toutes ces choses sont naturelles pour les poules. Nous avons visité d'autres fermes dans la même région et avons essuyé les mêmes refus de pouvoir filmer à l'intérieur des bâtiments. Le seul endroit où nous avons pu entrer, c'est ici, dans la ferme de Kipsters. Erwin tenait à nous montrer cette ferme modèle en Hollande, qui depuis 2017 élève des poules pondeuses de manière totalement transparente. Tellement transparente que lorsque nous arrivons sur place, le bâtiment est vide et ouvert. Nous pouvons filmer sans que personne de l'exploitation soit sur place. C'est la seule ferme que j'ai vue dans laquelle il y a une transparence totale, où on peut voir où vivent les animaux. Quoi qu'on pense de la captivité des animaux et de la production des œufs, au moins ici, on peut voir comment ça se fait. Tellement transparent aussi qu'une note nous signale que les poules perdent en ce moment leurs plumes en raison d'un problème de nourriture. Je ne connais pas l'âge des poules, mais l'explication qu'il donne ici, c'est que la nourriture n'était pas optimale. C'est pourquoi les poules ont perdu leurs plumes. Elles ont l'air un peu mal en point, mais les exploitants nous assurent que les poules vont bien. Ici, les œufs sont certifiés par un label hollandais du bien-être animal
et commercialisé par un grand distributeur européen. Nous profitons des lieux pour contacter Eric Cupers. Il est le président des aviculteurs hollandais. Nous avons essayé de le joindre à plusieurs reprises sans succès. Finalement, c'est sur le chemin du retour que l'homme nous rappelle et nous fixe un rendez-vous à Utrecht. Il semblerait que notre présence lui a été signalée à plusieurs reprises. Ce fermier est l'homme fort de la filiale des aviculteurs de Hollande. Il tient d'abord à nous expliquer pourquoi, durant tout notre périple, nous n'avons pas vu une seule poule à l'extérieur des poulaillers. Nous n'avons pas de grippe aviaire en Hollande, mais la maladie est proche de nos frontières, en Allemagne. C'est pourquoi notre ministre de l'Agriculture a décidé que les poules devaient rester à l'intérieur pendant 4 semaines. Dans la discussion, on sent une satisfaction, presque une fierté des standards mis en place pour le respect et le bien-être des animaux. Nous avons encore 10% de la production totale d'œufs qui provient de cages. C'est légal. Il y a un marché pour cela, mais il est en train de diminuer fortement. Nous avons des standards très élevés, même si je sais que la Suisse est très extrême dans ce domaine. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Alors osons la question. Élever des centaines de milliers de poules dans un même bâtiment, n'est-ce pas problématique pour le bien-être de l'animal ? Je pense que c'est le contraire. Ce n'est pas un problème de nombre, mais de standard. Je sais que c'est difficile de gérer toute une exploitation soi-même. Vous avez besoin de personnel pour donner le bon traitement aux animaux. Donc, si vous avez une plus grande ferme, vous pouvez organiser le bien-être de vos animaux beaucoup mieux que si vous avez une petite ferme. Par exemple, si vous êtes malade un jour, vous ne pouvez pas donner le bon traitement. Vous n'avez pas de personnel pour le faire. Je ne crois pas qu'en matière de bien-être des animaux, les petites fermes sont mieux que les grandes fermes. Si la Hollande est capable de produire des œufs 4 fois moins chers que les œufs suisses, c'est selon Eric Cupers, grâce à l'efficacité de production. C'est une question d'efficacité. Nous avons des prix très bas sur les aliments pour animaux grâce au port de Rotterdam. La grandeur de nos fermes rend nos élevages plus efficaces. Je suis fier de l'agriculteur néerlandais parce qu'il est vraiment bon. On connaît bien notre travail. Grâce à ces prix ultra compétitifs, la Hollande s'est placée au premier plan du commerce international des œufs. Elle en est même devenue en quelques années un acteur incontournable. Ces œufs hollandais à prix cassé sont aussi revendus par les distributeurs suisses. Ils sont, pour la plupart, issus de ce qu'on appelle pudiquement l'élevage au sol. En clair, les poules peuvent être enfermées dans un poulailler dont elles ne sortent jamais. Nous sommes allés poser quelques questions à Tristan Serre, porte-parole de la Migros, masqué comme il se doit dans un supermarché. Sur la taille de l'emballage aussi. Alors, vous avez notamment des œufs importés, notamment dans les œufs bon marché M-Budget. Comment est-ce que vous faites pour contrôler les conditions de production de ces œufs à l'étranger ? Alors il y a une certification qui s'appelle KAT, qui n'est pas une certification Migros, mais que Migros suit, et ses fournisseurs également, et qui permettent d'avoir un contrôle sur les fournisseurs, et notamment les fournisseurs étrangers. Notamment, c'est cette certification qui vous permet de suivre l'œuf à travers le code. Alors nous, on a fait l'exercice de suivre un de ces œufs, justement, à partir de son code. On a retrouvé la ferme en Hollande. On a vu dans le reportage un monsieur qui venait très fâché qu'on soit sur place pour aller voir dans quelles conditions étaient produits ces œufs. Est-ce que vous avez pu vérifier comment sont produits les œufs qui viennent de cette ferme ? Oui, on sait dans quelles conditions les œufs sont produits parce qu'ils sont certifiés KAT, ils ont cette certification. Et puis notre fournisseur, qui est aussi une filiale Migros, puisque c'est Lüchinger & Schmidt, a le devoir de contrôler, de vérifier les conditions d'élevage de nos producteurs. Donc ça veut dire élevage au sol ? Alors c'est élevage au sol. Alors il faut savoir que cette situation, elle reste encore que pour quelques mois, quelques semaines, puisqu'en janvier, ces œufs-là vont passer à élevage en plein air. C'est-à-dire que peut-être qu'il faudra changer de fournisseur. Migros prévoit de renoncer aux œufs issus de l'élevage au sol à partir de 2021. Pour quelle raison ? Alors c'est vrai qu'on va renoncer à vendre des œufs en coquille, les œufs qu'on voit ici, issus d'élevage au sol. Pourquoi ? Parce que pour nous, l'élevage en plein air, c'est la forme la plus respectueuse de la nature et des animaux.
sur les œufs vendus en coquille, on va vendre uniquement du plein air, et ceci au même prix qu'actuellement. Est-ce que ce sera la même exigence pour les œufs importés? Il faut savoir qu'en Suisse, un tiers des œufs à peu près est importé. Oui, alors c'est la même exigence pour tous les œufs suisses et importés. Alors, mais il y a aussi tous les œufs qui sont destinés à la filière industrielle, qui sont destinés à la restauration. Alors Migros est propriétaire de Luschinger & Schmidt, une grande entreprise qui est active sur ce secteur-là. Est-ce que ça va être la même chose? Est-ce que tous les œufs ou les produits à base d'œufs vendus par cette filière-là vont être eux aussi issus d'élevage en plein air? Alors la promesse, elle concerne que les œufs qu'on voit ici, que le consommateur peut acheter. Donc non. Mais c'est clair. Donc non, parce que ce travail qu'on fait, c'est un travail de pionnier. Personne ne l'a fait avant. Il faut commencer quelque part. Donc on commence là où il y a vraiment un sens par rapport à notre stratégie de développement durable, c'est-à-dire de permettre d'abord aux produits bruts que la personne elle va cuisiner, d'avoir un produit irréprochable au niveau traitement des animaux. Ça veut dire que quand le produit est en magasin, que le consommateur le voit, on fait particulièrement attention aux conditions de production. Par contre, quand il ne le voit pas, parce que ça passe dans la filière industrielle, on s'en fiche un peu? Alors, j'aime bien votre réaction parce que vous en voulez encore plus. Donc, il y a une première étape qui est là. Après, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez l'assortiment du plus gros détaillant de Suisse qui change de manière aussi radicale, vous avez un effet de synergie, c'est que ça va tirer l'ensemble de la branche avec, et l'industrie également. 1992. La Suisse dit non à l'espace économique européen, elle se trémousse sur Black or White de Michael Jackson et elle bannit l'élevage de poules en batterie. Une première mondiale, cocorico. Parmi les exploitations qui ont fait cette transition, la ferme Stettler dans la campagne vaudoise. Ici, on pratique l'élevage en plein air, le mode de production le plus commun du pays. Wöchran est un village du district de la Broye vaudoise qui se cache dans la campagne à quelques kilomètres de Moudon. C'est ici que se trouve l'exploitation familiale des Stettler. La ferme existe depuis 1960. Ici, on prend soin de milliers de poules depuis 3 générations. C'est Laure Stettler qui a repris l'exploitation de son grand-père en 2014. Comme tous les matins, elle s'apprête à rendre visite à ses poules. Alors vous avez beaucoup de mesures d'hygiène à suivre? Alors oui, il y a certaines mesures d'hygiène strictes qu'on doit respecter. Donc on doit mettre des manteaux pour éviter d'amener des maladies de l'extérieur. On doit désinfecter les bottes pour la même raison et se laver les mains. La grippe aviaire n'a pas touché la Suisse. Mais comme en Hollande, les autorités ont demandé aux producteurs de prendre certaines précautions. Là, on voit une poule qui est en train de pondre dans ce qu'on appelle le nid, c'est cette partie-là. C'est fait exprès qu'elle soit plus foncée. C'est un tout petit peu en ponte à l'intérieur du nid. L'œuf va automatiquement rouler sur le tapis qui va aller directement sur la machine pour ramasser et conditionner les œufs. Les poules pondent en moyenne un œuf par jour, environ 300 œufs par année. La ponte se fait généralement le matin. C'est vrai que c'est quelque chose qui me fascine tous les jours, à chaque matin quand on ramasse nos œufs. De se dire que chaque jour, on peut récolter ses œufs le matin et puis le lendemain déjà, on va livrer en fait ces œufs chez nos clients boulangers-pâtissiers dans toute la Suisse romande. Et c'est pas douloureux pour elle de pondre un œuf? Elles me l'ont jamais dit, mais j'espère pas. En tout cas, je pense que la nature est bien faite et si la poule fait des œufs, c'est qu'elle a la capacité et la possibilité d'en faire. La poule est un animal qui est à la fois curieux et craintif, qui aime vivre en troupeau au contact de ses congénères. C'est cette nature particulière qui a poussé les Stettler à passer en élevage en plein air en 2017, avec l'installation à l'intérieur d'une volière obligatoire. Pourquoi ça répond au bien-être de l'animal? Parce que justement, chaque individu est libre d'utiliser en fait toute la surface dans la hauteur. Donc elle peut vraiment utiliser toute cette place-là, mais aussi aller ce qu'on appelle au jardin d'hiver ou bien directement au plein champ. Il faut savoir que la poule, c'est un être vivant. Chaque individu a ses envies, sa personnalité. Et c'est clair qu'on a constaté qu'il y a certaines poules qui font des kilomètres au sein du poulailler, qui aiment aller se promener, utiliser toutes les zones. Mais il y a aussi certaines poules qui aiment vivre perchées en hauteur. Elles vont descendre pour aller boire, pour aller manger, pour pondre leurs œufs. Et puis elles vont remonter en fait se percher. En comparaison internationale,
la législation avicole suisse est l'une des plus exigeantes en matière environnementale et pour la protection des animaux. Oui, elle est très avant-gardiste. On était le premier pays au monde à interdire la détention dans des cages et on a beaucoup d'autres éléments qui font en sorte qu'on va très loin. La Suisse a fait figure de pionnière en abolissant la production en batterie il y a plus de 20 ans. Jacques Stettler se souvient de ce mode d'élevage. Il a connu la batterie dans ces mêmes murs. On n'était pas toujours à l'aise avec nos poules en batterie. C'était vraiment quand même une tenue pour l'animal qui était difficile. Et moi, personnellement, je suis heureux aujourd'hui de cet avenir qu'on a eu de pouvoir mettre les poules en volière, à l'extérieur, etc. C'est vrai que quand vous avez 5 poules dans une cage qui restent comme ça pendant une année, c'était quand même assez douloureux. Aujourd'hui, les poulaillers suisses répondent à des normes très précises. Selon le type d'élevage, les poulaillers disposent de 2 ou 3 zones et de surfaces différentes. Pour l'élevage au sol, les poules ont accès à une zone de ponte et à une aire à climat extérieur facultatif dans ce cas, appelée aussi jardin d'hiver. Pour ce mode d'élevage, 10 poules maximum sont autorisées au mètre carré. L'élevage en plein air compte 3 zones, une zone de ponte, un jardin d'hiver et une zone de plein air pour 10 poules au mètre carré. Les poules peuvent sortir librement, sauf si les conditions les mettent en danger. Les exploitations bio ont ces 3 mêmes zones, mais la surface de plein air est le double. Ici, seulement 5 poules par mètre carré. Contrairement aux pays de l'Union européenne, la Suisse impose une restriction du nombre de poules par poulailler. Une exploitation bio ne peut pas compter plus de 4000 poules maximum. Une exploitation conventionnelle peut avoir au maximum 18 000 poules. Je pense que les normes sont bien, mais je crois que la grande différence de la Suisse, c'est qu'on a des normes très restrictives, mais on les applique et on les contrôle. Et c'est ce qui nous différencie peut-être aussi par rapport à d'autres endroits. Autre particularité de l'entreprise des Stettler, elle maîtrise l'entier de la chaîne de production. On élève les poussins de un jour, on récolte nos œufs, on les conditionne nous-mêmes et on fait aussi une bonne partie des livraisons en direct. Et pourtant, même en maîtrisant l'ensemble de la production, les œufs des Stettler sont vendus près de 60 centimes pièce en grande surface. Bien plus cher qu'un œuf étranger. Mais alors, qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix? Alors, c'est pas moi qui fais les prix, ça ne m'appartient pas comme décision, mais je crois que ce qui est important, c'est que le prix doit couvrir toutes les exigences auxquelles on doit répondre, mais aussi également nous permettre de faire des investissements futurs, parce que si on ne le fait pas, on ne va pas pouvoir garder sur le long terme le niveau de bien-être animal qu'on peut proposer à l'heure actuelle aux consommateurs. Les œufs à 20 centimes sont clairement des œufs importés. Je pense qu'il y a plusieurs éléments différents, notamment la construction d'un poulailler en Hollande, il est entre 3 et 5 fois moins cher qu'en Suisse. L'achat des poussins, des poulettes, l'achat de l'aliment aussi est en moyenne 3 fois moins cher. La main-d'œuvre est aussi meilleur marché. Sans compter la marge des grossistes et des distributeurs suisses, l'œuf local est donc inévitablement plus cher et devient un vrai choix de consommation. Encore plus cher, mais toujours plus populaire, l'œuf bio. À 80 centimes la pièce, il coûte près de 4 fois plus qu'un œuf premier prix. De quoi financer, entre autres, la qualité de vie des pondeuses. Un reportage dans un poulailler douillet, au pied du Jura. Quand on vient voir des brunes ou des blondes, on avertit avant d'entrer. Voir les poulets. Étienne Claire gère un poulailler bio depuis près de 15 ans. Ici, ce sont 2000 poules pondeuses qui se baladent à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce paysan vaudois n'élève pas ses propres poussins, il achète ses poules. Elles sont arrivées il y a quelques semaines seulement dans son poulailler et comme tous les aviculteurs en Suisse, il les gardera un peu plus d'une année. Moi, j'adore les regarder. Elles grattent, je trouve très rigolo une poule. Elles ont un comportement particulier. On les regarde près des heures, elles picorent, elles adorent ça. Dans son exploitation, c'est un peu l'homme à tout faire. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Alors, je ramasse les œufs. Parce que de temps en temps, elles font des œufs par terre. Il y en a assez peu, mais ça arrive.
Au quotidien, je dois ramasser les œufs, contrôler qu'elles aient à manger, à boire, contrôler l'état de santé de mes poules et puis les conditionner, mettre au paquet. Et aussi les livrer aux clients. Étienne Clair a fait le choix de maîtriser seul l'ensemble de la chaîne de production. Une des particularités des exploitations biologiques, c'est la taille des espaces extérieurs. Les poules disposent du double de surface d'un élevage en plein air conventionnel, avec en plus l'obligation d'avoir des arbres ou des abris pour protéger les poules des rapaces. Et contrairement aux idées reçues, dans un poulailler extérieur, il n'y a pas forcément toujours une belle herbe verte. Les publicités, elles sont un petit peu faussées parce que si les poules sortent, leur instinct naturel, c'est de gratter, elles mangent beaucoup d'herbe. Le fait qu'il n'y ait pas d'herbe, finalement, c'est pas bien grave parce qu'elles trouvent des vers, des petites graines, enfin bref, les poules, elles se débrouillent avec ça. Et puis, c'est vrai que dans les zones près du poulailler, il y a parfois des orties qui poussent. C'est peut-être pas très harmonieux, pas très joli, mais finalement, les orties, c'est très bon. On les fauche quand il fait beau, elles sèchent, et puis après, les poules les mangent. Ce paysan installé à Moiry, au pied du Jura, était un précurseur il y a une vingtaine d'années, lorsqu'il a choisi de passer en exploitation biologique. Un choix qui pour lui tombait sous le sens. Alors c'est clair que les consommateurs, il y a une prise de conscience qui évolue très rapidement, assez fort. Hein? On a vu avec les événements de ces derniers temps, le bio, de toute façon, on va y arriver. À 100%, à mon avis. Mais pour l'heure, on est encore bien loin du 100% bio, même si la progression des œufs bio est spectaculaire. En 2007, on produisait en Suisse 71 millions d'œufs bio. En 2018, on en a produit presque 170 millions. Le chiffre d'affaires des œufs bio est passé de moins de 30 millions de francs en 2004 à plus de 80 millions de francs en 2018. Aujourd'hui, un œuf sur 5 vendu dans le commerce de détail provient d'une ferme biologique. On constate un peu une crise de la production alimentaire. Donc on a la discussion sur la pollution de l'environnement, on a la discussion sur le bien-être des animaux, on a aussi la discussion sur toute la méthode de production de notre nourriture. Et ça a changé vraiment des consommateurs, mais aussi des producteurs qui se sont rendus compte que travailler avec la nature est mieux que travailler contre la nature. Mais travailler avec la nature a un coût. L'œuf bio est vendu en moyenne 80 centimes, prix qui comprend la marge des distributeurs. Les exploitants bio ont moins de poules, ils utilisent une alimentation bio plus chère et souscrivent à un label qui a aussi son prix. Tout cela explique notamment que l'œuf bio est près de 50% plus cher qu'un œuf conventionnel. C'est pas rien, mais c'est le prix juste. Et je crois que la population, elle ne doit pas seulement voter pour le bio et pour l'écologie, mais elle doit être active dans la consommation et puis acheter bio suisse. Une tendance qui s'est en tout cas confirmée ces dernières années. Bio ou pas, les poules pondeuses ont un destin commun, être abattues dès qu'elles ne produisent plus assez. Le sort des mâles n'est pas plus enviable, des millions de poussins gazés chaque année. Ça énerve notre chroniqueuse, Leïla Rely. C'est quoi encore le problème avec les œufs? Les publicités pour les œufs ressemblent à une adaptation d'un film de Pagnol par les studios Disney, avec des poules sourire au bec qui gambadent dans une campagne totalement fantasmée. Mais la réalité est nettement plus gore, du genre affiche la chair de poule à Stephen King lui-même. Quoi encore, on fouette les volailles pour qu'elles pondent plus vite? Pire, dans le business de l'œuf, à part quelques reproducteurs, les mâles sont inutiles. Alors on les tue. C'est ainsi que chaque année, en Suisse, entre 2,5 et 3 millions de poussins mâles sont zigouillés sans scrupules. Si le broyage de poussins est interdit dans notre pays depuis le 1er janvier 2020, le gazage, lui, reste autorisé. Mais c'est un véritable poussinicide! Comment on en est arrivé là?
L'industrie agroalimentaire a travaillé la sélection de races super pondeuses, mais ces poules aux œufs d'or ne sont pas très dodues. Et du coup, les mâles ne sont pas rentables en filière chair. Bon après, les poulets destinés à la consommation ne sont pas non plus traités comme des coqs en pâte. Alors qu'ils ont une espérance de vie de 8 ans, on les abat à l'âge de 6 semaines environ. Là aussi, on a influencé la nature pour avoir des animaux qui fournissent un max de viande en un temps record. Les manques de peau pour les poules pondeuses, elles sont éliminées après 1 an et demi d'existence lorsqu'elles deviennent moins prolifiques et ne compensent plus les frais d'élevage par le nombre d'œufs qu'elles produisent. En Suisse, on compte 2,8 millions de pondeuses, c'est une pour 3 habitants. Ça en fait de la cocotte sacrifiée. Il y a une solution pour éviter ce massacre? On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Le plus efficace est de faire baisser la demande en consommant moins, mais mieux. Et il y a plein d'alternatives pour remplacer les œufs en cuisine, comme l'aquafaba, l'eau de cuisson des pois chiches qui peut être montée en neige comme des blancs et fait un substitut bluffant en pâtisserie. Ouais mais moi j'y tiens mon œuf à la coque. En France, une marque vendue en supermarché s'est spécialisée dans la vente d'œufs de poules retraitées. Chez nous, certains agriculteurs proposent aux particuliers d'adopter ces gallinacés dits moins rentables pour leur permettre de vivre de belles années dans un coin de jardin. Et dans les petites fermes à taille humaine, les poules qui pondent moins ne sont généralement pas chassées du poulailler. En Allemagne, des chercheurs ont mis au point un système déterminant le sexe de l'embryon dans l'œuf afin d'éliminer les mâles avant éclosion. Mais cette technologie est aussi coûteuse que controversée. L'agro-business attend toujours une solution miracle pour allier éthique et profit. Elle arrivera probablement quand les poules auront des dents. Et pour parler du sort des poules pondeuses, justement, le plaisir d'accueillir ce soir Daniel Wurgler, président de Gallo Suisse, la fêtière des aviculteurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, une poule pondeuse, elle est très performante entre l'âge de 6 mois et l'âge de 18 mois environ. Qu'est-ce qui lui arrive après ? Après cette période de ponte, elle part à l'abattoir en général, si on arrive, et on peut déguster les saveurs de sa viande. Donc, après 18 mois, elle part à l'abattoir. La durée de vie moyenne d'une poule, c'est entre 6 et 8 ans. Pourquoi ne pas les garder un petit peu plus longtemps ? Alors, il y a plusieurs raisons. L'une, c'est le marché de la consommation. C'est-à-dire, on a des périodes d'importante consommation, comme Pâques et Noël. Et si, comme les poules pondent toujours moins, au fil de l'âge, on aurait tout d'un coup un décalage entre la demande et l'offre de nos poules. Alors, pour être très clair, par exemple, si on prend Pâques, c'est une période où tout le monde achète des œufs. Après, la consommation baisse. Est-ce que ça veut dire que là, les poules pondeuses sont abattues de manière massive ? Non, c'est une planification rigoureuse qui est faite 1 année et demie à l'avance pour essayer d'avoir un maximum de production pour ces périodes-là. Donc, on met en place les poules l'automne ou une partie le printemps et en tout, si on prend tous les troupeaux suisses, on arrive ainsi à avoir un maximum de production pour Noël et pour Pâques. Et c'est vrai qu'après Pâques, il y a certains troupeaux qui sont changés, c'est-à-dire les poules partent à l'abattoir si possible, et on remet en place des nouveaux troupeaux. Ceci permet de diminuer la production pendant environ 6 à 8 semaines. Donc, une poule à 18 mois, elle n'arrête pas de pondre complètement, elle pond un petit peu moins. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas la garder dans la chaîne de production ? Alors, une des raisons, c'est aussi justement les coquilles deviennent de plus en plus fragiles avec l'âge. Donc, c'est plus difficile après de les passer sur les machines pour les vérifier, faire tous les contrôles nécessaires et les mettre en boîte pour que le consommateur reçoive des œufs irréprochables. Alors, ces poules, elles sont abattues, elles finissent vendues comme des poulets au rayon frais du supermarché ? Malheureusement, pas toutes. C'est très difficile à vendre cette viande parce qu'il y a d'une part, ça prend énormément de temps à la cuire. Ce n'est pas une petite cuisse de poulet qu'on peut tourner à la minute, mais pour se faire une poule au pot ou une poule à bouillir, il faut 4 à 5 heures de temps. Ou si on a une casserole à vapeur, on peut le faire en 1 heure de temps. Et quelle est la proportion des poules, finalement, de ces poules pondeuses qui sont valorisées, qui sont consommées ? Alors, ça varie beaucoup selon les années. En 2008, on était qu'à 30%. On a réussi par plein de mesures, d'une part de marketing et développement de marché, à monter presque à 75% des poules valorisées. Malheureusement, on est rechuté à 50% maintenant. 50% à peu près en 2019, sauf erreur, qui peut être valorisé, comme on dit. Le reste, les 50 autres % qui restent, il leur arrive quoi ? Le 50% qui reste, on les tue aussi, et puis elles sont cuites et utilisées pour faire de l'énergie, de l'électricité. Donc elles finissent en biogaz. Donc
Chiffre quand même assez fort, ça veut dire que la moitié des poules pondeuses de Suisse, plus d'1 million de poules chaque année, finalement, sont jetées au rebut. Oui, en effet, ce qu'on peut dire, c'est quelque part un peu de food waste qu'on fait, de gaspillage alimentaire. Il suffirait que chaque ménage de plusieurs personnes, de 2 personnes ou plus, une fois par année, se prenne le temps de cuire une poule et on pourrait toutes les valoriser. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour limiter la proportion de ces poules qui sont perdues? On essaye de créer de nouvelles recettes, on essaye de trouver aussi d'autres débouchés, comme pourquoi pas l'alimentation animale. Mais là aussi, c'est très compliqué parce que notre viande de poule est presque 10 fois plus chère qu'une autre matière première. On mettra en tout cas sur notre site internet abe.ch le lien vers une page avec une recette pour cuisiner ces vieilles poules et aussi des informations pour savoir où se les procurer. Merci beaucoup Daniel Wurgler pour votre présence ce soir. Service, c'est une petite dernière chose. Ce bouillon de poule a encore des très bonnes vertus contre la grippe, par exemple. C'est une bonne vieille recette de grand-mère, se faire un petit bouillon. Eh ben, c'est la saison, en tout cas. Donc, un bon bouillon de poule. Merci beaucoup et bon retour chez vous du côté du lac de Neuchâtel. Merci. Un beau jaune d'œuf, bien vif, ça donne envie. Mais cette couleur n'est pas toujours naturelle. Elle peut être manipulée jusqu'à l'intérieur de la coquille. Ah, le beau jaune d'œuf, bien jaune, presque orangé. Ça fait drôlement envie. Eh bien, aujourd'hui, les producteurs d'œufs peuvent choisir grâce à ce nuancier, dans une large palette de couleurs, leur jaune d'œuf du plus clair au plus foncé. Ce jaune est créé de toutes pièces pour le consommateur, de manière naturelle ou artificielle. En Suisse, à première vue, on a de la chance. On utilise uniquement des pigments naturels, du paprika ou des fleurs de tagette, pour colorer le jaune. Mais pourquoi donc avoir besoin de rajouter des colorants? Parce que le consommateur souhaite avoir un bel œuf, que tu fais un œuf au plat ou autre, hein, ça veut dire un œuf avec un jaune qui est le plus foncé possible. Dans l'idée des gens, plus l'œuf est foncé, meilleure est la santé de la poule. C'est un petit peu ce qu'on nous répète depuis toujours. Alain Favre est spécialisé dans la fabrication des aliments pour animaux. À sa connaissance, il n'y a pas de pigments de synthèse dans les œufs suisses. À ma connaissance, non, quoiqu'il serait autorisé. Mais les acheteurs d'œufs ont décidé, il y a déjà fort longtemps, de travailler uniquement avec des pigments naturels. Et est-ce que ça se fait ailleurs en Europe? Oui, il n'y a pas de restriction connue de ne pas utiliser les pigments de synthèse. Nous sommes donc des privilégiés en Suisse, parce qu'en Europe, on utilise depuis les années 70 des pigments de synthèse fabriqués par l'industrie chimique et mélangés à l'alimentation des poules. Le problème, c'est que ces pigments de synthèse, faits majoritairement de cantaxanthine, à forte dose, peuvent s'avérer dangereux pour la santé. Lors de notre voyage en Hollande, nous avons voulu savoir si ce type de colorant était rajouté à l'alimentation des poules. Eric Huppers nous l'a confirmé. Nous, on utilise la charophyle. Mais c'est le consommateur finalement qui décide. La substance dont parle Eric Huppers, c'est la charophyle, un pigment de synthèse à base de cantaxanthine dont l'utilisation a été drastiquement réduite il y a quelques années en Europe pour des raisons de santé publique. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Un regard de biche sans passer par la case mascara, la promesse des teintures pour cils. Une téléspectatrice s'est laissée tenter pour son malheur, puisqu'elle a fini avec les yeux complètement boursouflés. Témoignage recueilli par Viviane Gabriel. Du mascara, une touche de recourbe-cils, voilà la routine beauté de cette jeune femme chaque matin. Des gestes qu'elle espérait ne plus avoir à faire après un passage chez l'esthéticienne pour un rehaussement de cils, une technique qui permet d'avoir l'air maquillée sans l'être. Mais le rêve a viré au cauchemar. J'ose plus vraiment me maquiller, j'ose plus toucher à mes yeux parce que j'ai vraiment peur qu'il m'arrive quelque chose semblable à ce qui m'est arrivé et du coup maintenant j'ai une appréhension concernant tout ce qui touche à mes yeux.
C'est en regardant des vidéos de ce type sur Internet qu'Amélia découvre le rehaussement de cils. Le principe, on plaque les cils contre la paupière, on applique un produit pour leur donner une belle courbure et puis un autre pour les colorer. Bref, un substitut au mascara. Notre témoin confie ses cils à une professionnelle, une esthéticienne chez qui elle a l'habitude de se rendre et qui achète ses produits dans des boutiques spécialisées. Le soin se passe bien jusqu'à l'application de la teinture. La teinture, quand elle a voulu la retirer, a légèrement coulé dans mon œil gauche et ça m'a tout de suite brûlé. Donc elle a fait en sorte de me soulager, que la teinture puisse un peu partir. Et quelques minutes après, la douleur est passée et tout allait bien. Et en fait, pendant la nuit, c'est là où j'ai commencé à avoir les yeux qui coulaient et je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être une réaction suite à le produit qui est rentré dans l'œil, mon œil qui élimine en fait tout simplement le produit. Et en fait, au fil des heures, bah, ça s'arrangeait pas du tout. Et quand je me suis réveillée le samedi matin, bah, j'avais justement cet œil qui avait commencé à gonfler et qui était rouge et qui coulait énormément. L'étudiante appelle tout de suite son ophtalmologue. Il évoque une réaction au produit qui ne serait peut-être pas adaptée à une utilisation sur les yeux et prescrit une crème, qui ne change pas grand-chose. Le lendemain matin, les yeux ont gonflé de plus en plus et finalement, je me suis retrouvée 3 jours après avec les 2 yeux totalement enflés. Je pouvais à peine voir quelque chose, c'était vraiment horrible, ça me démangeait. Et au bout de 48 heures après l'application de produits, après que je sois allée à l'hôpital pour contrôler mes yeux, pour qu'ils me donnent d'autres produits et d'autres médicaments pour mes yeux, là, enfin, ça a commencé à gentiment diminuer. Lorsque nous rencontrons Amélia, une vingtaine de jours après le rehaussement, elle a toujours des démangeaisons et un œil rouge. Malgré tout, elle n'en veut pas à son esthéticienne. Elle ne peut pas savoir que des clientes peuvent avoir des réactions comme ça. Après, bien sûr, c'est peut-être à elle aussi de tester le produit, mais pour moi, le manque d'information, il est au niveau de la marque qui dépose un produit comme ça et surtout qui n'avertit pas ses clients qui peut avoir des réactions et qui en est conscient. Parce qu'il faut dire que je suis aussi allée faire des recherches sur Internet et j'ai vu plusieurs commentaires, donc sur le site de la marque en question, et j'ai vu plusieurs commentaires d'esthéticiennes qui disaient que leurs clientes avaient très mal réagi au produit, avaient été irritées par le produit. Et c'est ça que je trouve pas normal, c'est que la marque devrait informer toute personne qui achète ce produit des conséquences qu'il peut avoir sur nous. Amélia, elle, a eu la peur de sa vie. Elle a bien cru devenir aveugle. Elle a également perdu dans cette mésaventure pas mal de temps pour ses révisions et de l'argent, 70 francs pour le rehaussement et plusieurs centaines de francs de frais médicaux. Bonsoir Viviane. Bonsoir. Est-ce que vous avez pu tirer au clair ce qui est arrivé à cette téléspectatrice ? Alors ici, le problème, il vient bien de la teinture pour cils. Alors ce qu'on sait sans poser de diagnostic médical, c'est que dans ce produit, ce kit de teinture de cils et de sourcils, il y a des substances qui peuvent entraîner des réactions allergiques fortes et des irritations. Ces substances, elles s'appellent résorcine, peroxyde d'hydrogène et phénylendiamine, qu'on va abréger PPD pour plus de fluidité. Ce sera plus simple. Ouais. Et cette PPD, il y en a aussi dans les colorations pour les cheveux. Mais quand on parle des cils, eh bien, les règles sont plus strictes parce qu'il y a le risque que le produit termine dans l'œil. Il y a une concentration maximale qui est de 2%. Et puis l'usage est réservé aux professionnels. Réservé aux professionnels, en même temps, vous avez pu acheter ce produit dans le commerce sans la moindre recommandation, sans le moindre conseil. Oui, ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas au regard de la loi. Cet avertissement réservé aux professionnels, ça ne constitue pas en fait une restriction à la vente comme il peut y en avoir pour l'alcool ou pour les cigarettes. Des conseils pour éviter de vivre la même expérience qu'Amélia, qui, on l'a vu, est vraiment très remontée contre le fabricant de ce produit? Alors, ce que dit la loi, c'est que le fabricant doit informer le consommateur sur les risques potentiels. Ces avertissements, ils figurent bien noir sur blanc sur la notice. C'est par exemple ne pas utiliser sur une personne qui a déjà eu une réaction aux colorations pour cheveux ou une réaction à un tatouage temporaire noir à base de henné. Le problème, c'est que dans le cas d'Amélia, il semble que ces questions n'ont pas été abordées avec l'esthéticienne.
Alors que ça aurait dû être le cas d'après l'association suisse des esthéticiennes CFC que vous avez contactée. Oui, exactement. Et s'il y a un terrain allergique, comme on dit, qui existe, eh bien, il faut tester le produit sur la peau. C'est des fois derrière l'oreille ou dans le coude et attendre 48 heures pour voir ce qui se passe. Et deuxième conseil, c'est de ne pas prêter uniquement attention au prix de la prestation, mais aussi aux qualifications de l'esthéticienne, notamment voir si elle a un CFC ou pas. Merci pour vos lumières, Viviane. De Bonne rien. soirée. Bonne soirée.